Donc ici, nous allons mettre l'accent sur un autre thème qui est cette fois-ci lié à l'Afrique noire précoloniale. Et dans cette Afrique noire précoloniale, nous allons nous intéresser au sous-thème de la royauté africaine. Et le sujet de ce sous-thème, c'est les pouvoirs du roi en Afrique noire précoloniale. Donc la première des choses que nous allons faire, après bien sûr avoir fait tout ce travail de brouillon auquel nous nous sommes adonnés dans nos vidéos précédentes, donc on suppose que ceci a acquis, la mayonnaise a pris, et puis voilà quoi. Donc ici nous allons aller très vite. Après avoir fait tout ce travail, souligner les mots, faire le fameux tableau, en fait faire ressortir toutes les connaissances, une fois qu'on est balèze sur le sujet, et voilà qu'on est prêt à s'adonner à la dissertation proprement dite, il faut replacer le sujet dans son contexte. Or ici, il ne s'agira pas d'aller dans un contexte loin, c'est-à-dire au début de l'histoire africaine, mais parce que l'histoire africaine, entre l'Égypte antique jusqu'à la période médiévale, on dirait que c'est un trou noir. Les chercheurs, les anthropologues, certes, ont fait un certain nombre de travaux assez géniaux, mais quand même, ce pan entier de notre histoire reste toujours peu probable. Mais ici, on peut partir d'un contexte, je veux dire, moderne, c'est-à-dire les instances juridiques et politiques modernes, fortement teintées de traditionnalité ou de traditionnel, ou bien la difficulté de discipliner l'exercice du pouvoir politique malgré son encadrement par les règles constitutionnelles modernes. On peut prendre un exemple même à travers la forte tendance de la personne de l'exercice personnel du pouvoir, mais malgré l'institutionnalisation des régimes politiques. Prenez par exemple la personne du président de la République dans nos régimes politiques modernes. Malgré les différentes limites constitutionnelles apportées à sa personne, il reste en fait la clé de voûte, il reste en fait le seul pivot de toutes nos institutions. D'où est-ce que nous on a pris tout cela? Peut-être une enquête dans la tradition, le pouvoir traditionnel de l'Afrique noire nous permet d'avoir quelques éléments de réponse. Donc, peut partir de constats modernes, peut partir de l'époque moderne, d'une certaine dichotomie entre tradition et modernité pour pouvoir justifier un peu votre sujet. Mais en tout cas, retenez que quel que soit le lieu où vous partez, arrangez-vous à en sortir ou à ne sortir que par votre sujet lui-même, et notamment ici les pouvoirs du roi en Afrique noire traditionnelle. Alors, définir les termes clés du sujet. Or ici, les termes clés, c'est en fait le pouvoir, qui est un mot polysémique et d'emploi varié. Ensuite, généralement, les politologues nous définissent le pouvoir selon deux approches. Une approche institutionnelle, qui est ici expression qui sert à désigner l'État par opposition aux citoyens ou aux sociétés ou à la société civile, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a aussi une autre approche interactionniste, une approche qui met l'accent ou qui définit le pouvoir comme une relation qui se caractérise par la mobilisation de ressources pour obtenir d'un tiers qu'il adopte un comportement auquel il ne se serait pas résolu en dehors de cette relation. Autrement dit, le pouvoir, selon la perspective interactionniste, est défini comme étant une prérogative est définie comme étant la capacité reconnue à un individu de faire faire, ou de pousser, en tout cas par la contrainte, à une personne de faire une chose que lui, dans la perspective où il l'aurait souhaité, en tout cas. Il y a cette idée de faire à un individu malgré sa volonté. Donc, nous allons retenir ici la perspective interactionniste, l'approche interactionniste du pouvoir, et nous allons aussi définir le roi ou la royauté comme un régime politique en vertu duquel le pouvoir est exercé à titre principal par une seule personne, le roi. Et l'Afrique précoloniale ici, nous allons le définir comme le continent africain
avant l'idée de toute colonisation, l'Afrique vierge, l'Afrique immaculée. Nous voulons dire cette Afrique reculée, c'est autant en tout cas que les documents nous le permettent. Nous voulons dire cette Afrique autochtone, originale, qui n'a été ni, je veux dire, influencée par le monde arabe, encore moins le monde occidental. Qu'est-ce qui se faisait de propre en Afrique noire? Donc, une fois avoir défini ces termes clés que sont le pouvoir, que sont le roi et que sont l'Afrique traditionnelle, nous allons procéder à la délimitation du sujet. Et là, c'est lié à l'application polysémique du concept de pouvoir. Ici, nous devons être en mesure de montrer que du fait que le pouvoir s'applique à une variété de domaines, on peut parler de pouvoir religieux, on peut parler de pouvoir économique, même pour parler de pouvoir que sais-je, psychologique. Hein. De toute façon, il y a autant de domaines où on peut invoquer le terme de pouvoir, et du fait qu'aussi il y a une variété de teneurs. C'est-à-dire que même si on parle de pouvoir dans le sens politique, ben, on peut concevoir du moins le pouvoir d'injonction et le pouvoir d'influence. Or ici, le pouvoir qui nous intéresse, ce n'est forcément pas le pouvoir d'influence qui est un peu mou. Hein. Donc ici, nous faisons allusion au pouvoir d'injonction, et donc dans cette délimitation, il sera question de montrer qu'effectivement, nous voulons viser les pouvoirs politiques du roi en Afrique précoloniale. Ni ses pouvoirs religieux, parce que le roi en avait, bien que oui, les pouvoirs politiques ne s'écartent pas trop. En tout cas, on le verra tout au long du travail que les pouvoirs religieux ne sont pas trop éloignés de cela. On ne peut pas non plus viser les pouvoirs économiques des rois africains, parce qu'il en avait. On ne veut non pas viser un quelconque autre pouvoir que ces pouvoirs politiques. Ce sujet porte sur les pouvoirs politiques du roi en Afrique précoloniale. Alors, de ce fait, après avoir défini nos termes clés, après avoir délimité notre sujet, après avoir mis vraiment un contenu des plus précis à notre sujet, nous pouvons procéder aux problèmes juridiques. Nous pouvons rechercher, essayer de formuler ce problème juridique. Or, la question du pouvoir politique pose d'habitude trois problèmes classiques. Il s'agit du problème de leur fondement. Tout pouvoir politique pose le problème de son fondement. Aujourd'hui, le fondement du pouvoir politique, c'est la démocratie. Hein, c'est le vote, c'est l'élection qui fonde le pouvoir politique. C'est également la question de son exercice. Or, l'exercice du pouvoir aujourd'hui moderne est encadré dans le cadre de constitutions qui sont présidées par ce qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. D'accord? Et enfin, maintenant, la question de la transmission. Or, dans nos démocraties modernes, la transmission du pouvoir politique se fait également par voie électorale. D'accord? Donc, le pouvoir, la question du pouvoir politique pose classiquement trois questions fondamentales ou trois questions standards que sont la question du fondement, la question de l'exercice et la question de la transmission du pouvoir. Or, notre problème juridique aussi doit prendre en compte, doit être formulé de sorte que toutes ces trois dimensions soient prises en compte, d'où notre, notre proposition qui tient compte de la globalité du pouvoir politique contenu dans le libellé et qui est formulée ainsi. Quels sont les caractères du pouvoir politique du roi en Afrique noire traditionnelle? Le pouvoir politique du roi en Afrique noire traditionnelle se perçoit à travers quel caractère? Vous allez dire, mais dans ces deux vidéos-là, c'est des caractères qui vivent, c'est pas gratuit, mais c'est juste que nous avons voulu vous montrer sur ces deux vidéos des deux caractères, ou plutôt deux sujets de même allure qui exigent la même démarche, qui exigent la même manière de les aborder,
tout comme le contrat de Douala. Ici également, c'est un sujet dont la globalité implique qu'on pose des questions liées au caractère, c'est-à-dire aux marques à partir desquelles on peut percevoir ce sujet. Donc ici également, c'est des questions de caractère, caractère de ce pouvoir politique du roi en Afrique noire traditionnelle. Alors, l'intérêt du sujet, c'est d'abord un intérêt théorique parce qu'il y a une vieille discussion également entre les traditionalistes et les modernistes autour de la question des pouvoirs politiques du roi. Il y a des traditionalistes qui disent, mais écoutez, ce pouvoir existait, ce pouvoir se fondait sur un certain nombre de sacrés. Et même parmi les traditionalistes, il y a une controverse doctrinale. Il y en a qui disent que le pouvoir a pour caractère principal son fondement sacré, mais il y en a d'autres qui disent, non mais écoutez, le pouvoir, cette sacralité ne tient pas de la religion, mais des anciens. En tout cas, si vous vous intéressez à la question, il y a un certain nombre de discussions, beaucoup de discussions autour de la notion de pouvoir politique traditionnel du roi africain. Il y a aussi un intérêt pratique de première heure, et nous l'avons déjà dit en filigrane, les difficultés d'application des régimes politiques en Afrique, ainsi que la figure omniprésente des présidents de la République comme figure de proue des institutions politiques modernes africaines. Ceci est un problème. Le droit constitutionnel classique connaît deux régimes politique et quelques variantes, ce qu'on appelle régime parlementaire et le régime présidentiel. Un régime semi-présidentiel, un régime peut-être parlementaire rationalisé. Ça, la théorie classique du droit constitutionnel le connaît. Mais les avatars, par exemple, du régime présidentiel africain, ou plutôt les avatars du régime présidentiel classique, il semble que ceci soit le propre du continent africain, où le président de la République tend à phagocyter toutes les autres institutions. Ceci pose un énorme problème pour les analystes modernes, parce que la solution ne se trouverait pas dans la tradition. Donc, pour nous s'intéresser au pouvoir politique africain, ceci a un intérêt pratique parce que ça va permettre, au moins ça peut être une contribution par rapport à cette recherche de solutions. Alors, le plan de résolution que nous avons proposé pour prendre en compte tout cela, c'est en grand temps les fondements du pouvoir du roi africain. Oui, le pouvoir en Afrique, tout comme le pouvoir moderne, se fondait sur quelque chose, il s'agit d'abord en A, le caractère sacré du pouvoir. Le pouvoir avait pour fondement le sacré. Ce n'était ni la démocratie, ce n'était ni, ce n'était ni le compromis, ce n'était ni un texte constitutionnel au sens humain du terme, mais il s'agissait du sacré. Parce que lié à la conception art de l'Africain ou à la conception du monde de l'Africain, à travers la cosmogonie de l'Africain qui voit en fait l'existence de deux mondes, un monde, je veux dire, des vivants et un monde des anciens, un monde des trépassés comme on peut dire, et un monde qui en fait conditionne le monde des vivants. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de tout cela parce que le cours l'a déjà très bien pris en compte et vos recherches devraient également élucider cette question. Mais sachez que l'Africain croit que le pouvoir a pour fondement sacré. Le fondement du pouvoir est sacré, ça se fonde sur ça et non pas sur des choses laïques. Donc, grand B, aussi, le caractère exceptionnel du roi, ce qui n'est pas du tout étonnant. Pour un pouvoir sacré, il ne peut y avoir qu'un locataire exceptionnel. Donc, le roi ne devait pas du tout être quelqu'un d'anodin. Il ne devait pas être quelqu'un de vraiment banal. Il devait être quelqu'un d'exceptionnel par rapport à sa naissance. Il devait naître d'une certaine manière. Par exemple, si vous prenez le cas des royautés qui ont eu à se développer au Sénégal, tel que le royaume du Cayor, par exemple, pour être roi, il fallait être au moins issu des 7 mènes garmis. Les 7 mènes garmis qui furent les Guèges, les Dorobais, et les Mioy, ainsi de suite. Ils étaient au nombre de 7. Excepté ces 7 mènes garmis, vous ne pouvez pas
À moins d'usurpation, vous ne pouvez pas prétendre à la fonction royale. Si vous allez également au Waalo, vous allez trouver les Jos, les Logar et les Tédjek. Alors là également, ces trois familles, seules aptes à fournir les rois. Ainsi qu'au Sine, par exemple. Sine, c'est plus corsé encore. Il fallait être Gelwar. Gelwar, sans quoi vous ne pouvez pas être roi. Donc partout où vous allez déjà, par rapport à la naissance, il fallait naître dans des familles exceptionnelles, exceptionnellement. Ensuite, lui-même, le roi, devait être détenteur d'un certain nombre de pouvoirs magico-religieux. Et c'est là où je vous disais au départ de mon propos que même si il s'agit du pouvoir politique, le pouvoir religieux n'est pas assez loin de là, parce que c'est au niveau de l'exceptionnalité du roi même que l'on revoit ressurgir son pouvoir religieux. Il faut que sur le plan personnel que le roi jouisse d'un certain nombre de pouvoirs magico-religieux ou magico-formels qui puissent en tout cas le distinguer du commun des mortels. Et si vous, par exemple, vous penchez un peu sur la philosophie bantou du révérend Père Temples, là il vous apprend que oui, écoutez, la question, comment s'appelle la force vitale, hein, la force vitale, il explique tout le monde des bantous et des Africains par conséquent par la notion de force vitale. Et là le roi devait se distinguer comme le Moro Naba du reste. Chez les Moussi, le roi doit se distinguer par son âme, sa force vitale supérieure à celle des autres. Donc, caractère exceptionnel du roi et sacralité du pouvoir, voilà les deux éléments qui fondent le pouvoir traditionnel du roi africain. Et jusqu'à l'époque moderne, par exemple au Sénégal, ceci n'est pas trop enlevé de notre imaginaire collectif. D'habitude, pour ceux qui comprennent le Wolof, on dit d'habitude que la royauté, ça ne peut pas du tout être contenu dans une tête ordinaire, bourde ou bopounen, quelque chose comme ça, de pareilles choses. Et c'est des choses qui sont répandues dans l'ensemble de l'Afrique noire traditionnelle. Ça veut dire que même dans la modernité, nous continuons à avoir des références à ces traditions d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Alors, pour le grand 2, là également, nous allons nous intéresser à l'étendue des pouvoirs du roi. Parce que si la royauté était sacrée, si le pouvoir du roi était exceptionnel, autre chose est de nous dire quelle était l'étendue des pouvoirs du roi. Est-ce qu'il y avait un principe de séparation des pouvoirs? Est-ce qu'il n'avait que le pouvoir de juger? Est-ce qu'il n'avait que le pouvoir d'administrer? Est-ce qu'il n'avait que le pouvoir de légiférer? C'est cette deuxième partie qui va nous l'apprendre. Alors là, le premier constat en grand A, c'est qu'on était en face de l'absolutisme royal. Il faudrait le dire d'ores et déjà que le principe de la séparation des pouvoirs n'a pas éclos en Afrique noire traditionnelle. Il y avait une confusion des pouvoirs. Le roi avait l'essentiel des pouvoirs entre ses mains. Il était juge suprême. Il était également législateur sous certains rapports. Et il était enfin chef d'une administration, chef d'un royaume ou d'une royauté. Mais malgré cet absolutisme royal, il y avait quand même des limites, une limitation par rapport à cet absolutisme royal. Et au premier de ces limites, il y avait ce qu'on appelle des limites organiques. Des limites organiques qui faisaient que le roi avait quelque chose qui le supplante. Toujours dans ces royaumes dont nous avons donné les exemples tout à l'heure, notamment les royaumes sénégalais, le royaume du Cayor, le royaume du Jolof par exemple, le royaume du Sine et le royaume du Waalo, nous verrons qu'à côté, par exemple pour le Cayor, à côté du roi, il y a ce qu'on appelle l'assemblée des notables. Et partout, pratiquement dans ces royaumes, il y avait l'assemblée des notables, une assemblée qui en fait avait pour mission d'introniser le roi, mais même après cette
cette intronisation, les assemblées existaient d'une manière autonome, en tout cas libre par rapport aux volontés du roi. Et l'exemple le plus saillant qu'on peut donner dans le cadre kayorite, dans le cadre du Kayor, lorsqu'Amari Ngoné Sobel a pris le pouvoir, a pris sa liberté par rapport au Jolof, il a voulu également au niveau interne insuffler un certain nombre de réformes institutionnelles. En quoi faisant? En écartant complètement du jeu politique le chef des notables du Kayor qui s'appelait le Diaourine Jamtil, mais parce que l'existence du Diaourine était une menace par rapport à ses décéiens, par rapport à ses velléités d'autocratie. Il voulait se libérer de la contrainte traditionnelle pour mettre en avant ce qu'on appelle une autocratie, une véritable monarchie où il serait le seul maître à bord. Mais quelles que soient toutes ces tentatives, il n'a pas pu écarter le Diaourine Jamtil de l'échiquier politique du Kayor. Il n'a su que contourner cet obstacle en créant lui aussi son propre Diaourine qui est appelé le Diaourine Mboul, un Diaourine Mboul d'ascendance servile, de conditions serviles qui est à sa merci et qui est une parodie vraiment du Diaourine Jamtil, et ce qui fait que voilà donc deux institutions et toute l'histoire institutionnelle du Kayor post-indépendance vis-à-vis du Jolof est marquée par cette dualité entre Diaourine Mboul et Diaourine Jamtil. C'est pour vous montrer qu'il y avait des organes qui étaient là et contre lesquels le roi ne pouvait rien faire à part que les accepter. Nous pouvons reprendre les exemples à déseillant, mais le cadre d'une vidéo ne permet pas de tout prendre en compte. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les limites matérielles. Les limites matérielles liées par exemple à ce que Maurice Kamto appelle des bahimam. Bahimam qui veut dire des règles coutumières, des règles traditionnelles contre lesquelles le roi ne peut rien faire du tout. Il ne peut même pas les modifier. Parmi ces bahimam, il y a ce qu'on appelle la règle de dévolution du pouvoir. Par exemple, au Kayor, toujours, les bahimam, autrement le droit traditionnel, prévoyait une dévolution matrilinéaire du pouvoir. Ceci, du moins une dévolution patrilinéaire du pouvoir au Kayor, autant pour moi, et ceci, le roi n'y pouvait rien du tout. Et Amari Ngoné Sobel toujours, parce que c'est le roi qui a le plus, en tout cas, insufflé de réformes qui avaient pour objectif de se libérer un peu de cette emprise traditionnelle. Amari Ngoné Sobel, lorsqu'il a voulu maintenir le pouvoir dans son propre domaine, il est allé jusqu'à formater une union conjugale entre sa propre sœur et son propre enfant pour que l'enfant qui sera issu de cette union puisse être du même mène, autrement de la même lignée royale que sa mère. Donc tout cela pour vous montrer que il y avait des limites matérielles contre lesquelles le roi ne pouvait rien faire à part les contourner, à part user d'une véritable intelligence pour y arriver, mais que le roi ne pouvait pas abroger d'un coup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc voilà en grosso modo ce qu'on avait à vous livrer sur la question de l'Afrique noire traditionnelle, et nous espérons que ça vous sera d'une utilité extraordinaire. Nous vous remercions de votre attention.